Bonjour à tous. Donc troisième épisode consacré à Histoire de patient, cancer du rein. Sur le plateau, donc, on va faire un tour de table, présentation rapide. Christelle, je te laisse te... Voilà, donc moi je suis programme manager au sein du CIRIC Brio. Et puis on va du coup revoir Laurence que vous avez déjà vu lors des précédents épisodes. Et puis, bonjour, et puis Joséphine Gay, donc attachée de recherche clinique dans le service d'urologie au CHU de Bordeaux. Et donc, je travaille avec le professeur Bernard pour la recherche. Très bien, merci. Voilà, donc dans le premier épisode, effectivement, vous avez pu voir le diagnostic, comment il a été posé, à la fois sur l'imagerie et les analyses anatomopathologiques. Puis on a parlé de la prise en charge majoritairement chirurgicale, effectivement, même totalement chirurgicale ici pour ce cas-là. Et maintenant, l'idée, c'est de voir aussi, effectivement, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'on va vers des évolutions pour ces prises en charge. Donc tout ça, ça va passer par la recherche. Effectivement. Et ce qui est assez intéressant avec l'équipe du CHU de Bordeaux, c'est qu'effectivement, ils ont mis en place en fait ce qu'on appelle une base de données nationale, même une collection clinico-biologique qui va avec, qui va permettre en fait de mener à bien des études qui vont permettre de faire avancer la compréhension de la maladie et puis également derrière potentiellement d'impacter la prise en charge, le suivi. Donc c'est une base de données assez unique, donc EuroCCR, et donc aujourd'hui on a la chance d'avoir une présentation de la base et de voir tout ce qu'on peut en faire. Et je pense un des points importants, on va vous demander d'avoir votre retour là-dessus. C'est effectivement, on a beaucoup travaillé dans le service pour essayer de concilier ce qui est du domaine de la recherche clinique avec finalement ce qui est du domaine de la stratégie thérapeutique, du soin. Et vous allez nous donner un peu votre impression. Donc on a vu tout à l'heure tout ce qui avait trait à l'étape de prise en charge. On s'est quitté sur le précédent épisode sur la phase de convalescence. Mais vous étiez aussi, vous participiez aussi à plusieurs études dans le service au cours de de la prise en charge de cette tumeur du rein. Quels souvenirs vous en avez et comment vous l'avez vécu, vous? Alors j'ai rencontré Joséphine tout de suite après votre visite. Et donc elle m'a proposé de remplir plusieurs questionnaires sur trois étapes, c'est-à-dire le premier avant l'intervention, le deuxième 1 mois après l'intervention et le troisième 3 mois après l'intervention. Donc ça, effectivement, c'est une étude qui s'appelle Autonomie. Autonomie, voilà, et j'ai participé, voilà, j'ai bien voulu participer à ce questionnaire. Et en fait, au départ, je ne savais pas. Je participais, je pensais que c'était pour moi, en fait, le questionnaire, qu'on me demandait comment j'allais. Voilà, au départ, je pensais que c'était ça. Et peut-être, Joséphine, vous pouvez nous préciser quel est l'objectif d'autonomie, à quoi ça correspond? Alors oui, donc c'est une étude réalisée par des sociologues. Et le but, c'est vraiment d'évaluer l'impact que va avoir la chirurgie sur votre qualité de vie et sur comment vous allez appréhender la maladie, en fait. C'est pour ça qu'il y a différents questionnaires à différents temps pour voir vos réponses et du coup voir si vos réponses ont été modifiées après la chirurgie par rapport à avant, comment vous avez appréhendé les choses. Voilà. Et effectivement, l'idée des sociologues, c'est de voir comment les patients s'approprient le diagnostic, s'approprient l'annonce de la maladie et comment au fil du parcours, donc c'est pour ça que c'est très intéressant parce que on a suivi le déroulé de votre parcours de soins, mais l'idée de cette étude-là, c'était de voir comment au fil du parcours, justement, le patient est en capacité de s'impliquer dans sa prise en charge et comment il le vit. Et donc ça, c'est une étude qui est une étude ancillaire au projet de EuroCCR dont a parlé Christelle. Donc EuroCCR étant le réseau français de recherche sur le cancer du rein, dans lequel on collecte toutes les informations sur plusieurs centres au niveau national qui ont trait à la prise en charge des patients qui sont atteints d'une tumeur du rein. Et Joséphine
nous présenter un peu plus tard ce à quoi ça correspond. Et donc vous, on vous a proposé donc de participer à Autonomie, on vous a de facto aussi proposé de participer à EuroCCR. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez dû remplir un formulaire de consentement. Alors j'ai rempli un formulaire de consentement, mais je vous avoue que sur le coup, je ne savais pas vraiment, en fait. Je l'ai vu qu'après, parce que j'ai ressorti le dossier, en fait, et j'ai lu un petit peu tout ce qu'il y avait voilà, dans mon dossier. Et j'ai lu ça et je me suis dit, ah oui, oui, j'ai participé à ça, d'accord. Et j'ai vu avec Joséphine et elle m'a dit que j'étais sur 6 projets en même temps. Elle m'a dit, voilà, par rapport aux résultats des questionnaires. Donc j'ai dit, ben oui, ben c'est très bien. Au contraire, moi, si ça peut faire avancer et pour la prise en charge du patient et essayer de voir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cancer, en fait, qui était minime. Avec pas de traitement derrière. Donc ça a été une très très grande chance. Voilà, peut-être que voilà, mon questionnaire, j'ai répondu en fonction de ça aussi. Si ça peut aider un petit peu quand même les gens et voilà. Alors ça aide forcément hein, parce qu'effectivement EuroCCR, qui est un peu je dirais le gros projet qui héberge ensuite tous les projets ancillaires et pour lequel vous aviez signé le consentement, ça comprend aussi le fait qu'on puisse garder un petit bout de la pièce opératoire, donc de la tumeur qu'on avait enlevée. Donc ça, je ne sais pas si vous l'aviez perçu, c'est quelque chose que je vous avais expliqué à la consultation, je ne sais pas si vous en aviez perçu gardé en mémoire cet aspect-là. Donc la tumeur qu'on a enlevée, qu'on a ensuite envoyée au docteur Yacoub, qui était avec nous sur l'épisode numéro 1, eh bien, quand il a reçu la pièce opératoire, le docteur Yacoub, il a fait un prélèvement spécifique qu'il a congelé, comme ce qu'il nous avait expliqué sur le premier épisode pour la biopsie, de façon à ce qu'on puisse le conserver dans le temps et pouvoir potentiellement le ressortir à un moment ou à un autre au bénéfice d'un projet de recherche qui pourra être mené soit par l'équipe de Bordeaux, soit potentiellement par une équipe extérieure ou une équipe membre du réseau, mais autre que l'équipe bordelaise. Oui, ça je me rappelle très très bien quand vous me l'avez bien expliqué, il n'y a pas de souci. C'était après, moi, quand j'ai voulu regarder un petit peu mes papiers, que je suis tombée dessus, que j'ai bien tout relu, le petit feuillet que vous m'aviez remis, et voilà, donc non, mais si, c'était très clair. Et typiquement, donc pour l'étude autonomie, où vous avez rempli des questionnaires qui n'étaient pas nécessairement toujours simples à remplir d'ailleurs, pour vous, en tant que patient, vous avez trouvé que c'était quelque chose de compliqué, de difficile, qui demandait un effort ou Non, bien... pas du tout. Le premier questionnaire était plus important. Il était basé sur trois parties. Voilà, il y avait 3 questionnaires différents que vous avez également retrouvés aux 3 mois de l'opération. C'était à peu près les mêmes questions qui étaient posées, mais le premier était plus important. Et des fois, c'est vrai qu'il y avait des questions, ça ne correspondait pas trop à mon cas, en fait. Alors, ça, c'est parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'ont les sociologues derrière la tête. Voilà, mais bon, après, j'ai répondu par rapport à mon cas et au mieux. Et est-ce que pour vous, finalement, le fait d'être aussi impliqué dans des actions de recherche, est-ce que vous avez l'impression que ça apporte un bénéfice ou une connotation particulière à ce qui est du soin, c'est-à-dire à ce qui a trait à votre traitement? Est-ce que ça vous fait voir les choses différemment? Quelle perception vous en avez? Alors déjà, quand on a un cancer, on voit les choses complètement différemment, déjà. Et sur la recherche, moi, je vois les choses complètement différemment parce que la recherche, c'est pas dans un laboratoire automatiquement. On fait pas de la recherche dans le laboratoire. Et c'est important de voir que la recherche peut évoluer dans d'autres domaines, en fait. Et moi, c'était important pour moi de faire cette évolution, en fait. Peut-être qu'on va laisser la présentation du ROCCR se faire par Joséphine. Et comme ça nous permettra de discuter autour de projets EuroCCR et puis peut-être de présenter d'autres actions de recherche. À vous la parole, Joséphine. Oui, bien sûr.
Juste, je peux ajouter un petit commentaire par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, nous, au Centre Brio, on a en fait des chercheurs qui sont de toute discipline, de tout domaine. Là, on a vu donc la collaboration entre les équipes chirurgicales et des sciences humaines et sociales. On a des chimistes, des physiciens. Et en fait, c'est cette pluridisciplinarité, cet écosystème en fait, qu'on a en fait, à Bordeaux qui nous permet de mener à bien des projets complètement divers. Et c'est très bien, je pense que vous ayez en tête que la recherche, ce n'est pas uniquement dans un labo. Là, typiquement, on a une étude de sciences humaines et sociales. C'est de la recherche aussi, hein, effectivement. On a même, nous, on travaille avec des philosophes des sciences aussi. On a énormément de disciplines. Donc, c'est cette richesse, en fait, de la pluridisciplinarité qui nous permet de mener à bien des projets assez complexes, quoi. Donc, nous allons parler de la recherche en plein cœur du soin. Tout d'abord, la recherche, aujourd'hui, elle est indispensable pour faire progresser et améliorer la prise en charge des cancers et du coup, en conséquence, le parcours de soins des patients. Et dans le cadre du cancer du rein, comme on le disait tout à l'heure, on a donc la base, le réseau national du cancer du rein, prénommé HeroCCR, qui a été créé et surtout déployé en 2012 par le professeur Bernard ici présent, et qui est en accès web possible pour à la fois les utilisateurs du HeroCCR, c'est-à-dire les praticiens ou les attachés de recherche clinique qui vont saisir des données directement des patients sur le réseau, mais également l'accès est possible pour les patients, les proches des patients ou tout autre curieux de la base de données. Donc on va faire un petit point sur HeroCCR aujourd'hui. Donc c'est, comme on disait, un réseau médico-scientifique collaboratif national et il a été créé avec la volonté d'impliquer l'ensemble des acteurs cliniques dans le cadre de la prise en charge du cancer du rein. Donc que ce soit les urologues, les oncologues, les radiologues, les anatomopathologistes comme Mokrane tout à l'heure ou les oncogénéticiens. Et tout ça dans une démarche commune partagée de recherche qui est appliquée au cancer du rein. Donc en termes de chiffres, aujourd'hui, on a plus de 11 700 patients qui ont adhéré à la base de données HeroCCR, c'est-à-dire que ces patients ont signé un consentement comme vous, Madame Jansou, et ils ont adhéré au projet en nous cédant donc leurs données à la fois cliniques et biologiques. Et ces 11 700 patients sont répartis dans les 37 centres du réseau que nous avons ouverts aujourd'hui. Donc vous pouvez le voir sur la carte de France ici que les centres sont multiples, proviennent un peu de partout en France. Alors on a essentiellement des CHU et des centres hospitaliers, mais on a également des centres de ligue contre le cancer et des cliniques privées. Grâce aux différentes variables qui sont disponibles dans la base de données HeroCCR et pour laquelle des données sont saisies directement en provenance des dossiers patients, on est capable de générer de nombreux projets de recherche. Alors, les catégories sont multiples, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça touche des recherches impliquant la personne humaine, aux recherches rétrospectives, on a des appels à projets, etc. Et les champs de thématiques sont divers, donc comme on le disait tout à l'heure, ça peut aller des sciences humaines et sociales à la recherche de biomarqueurs ou alors directement réaliser des recherches pour innover les parcours de soins des patients. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, la base de données HeroCCR, donc c'est à la fois des données cliniques, mais également des données biologiques, puisqu'à l'heure actuelle, on a plus de 80 000 échantillons biologiques qui sont stockés sur les 37 centres du réseau. Donc, chaque centre peut stocker ses échantillons, et les échantillons biologiques peuvent être divers. Donc, comme on l'a vu avec Mokrane tout à l'heure, on a tout ce qui est matériel tissulaire, donc soit en provenance directe de la chirurgie, donc de la néphrectomie, c'est-à-dire du tissu tumoral rénal, soit également du tissu des métastases, qui peut être donc cryoconservé, conservé sous forme de glaçons, ou bien du matériel en paraffine. Et on a également tout ce qui est liquide, donc ça peut être du sang total, du plasma, des urines, de l'ADN, etc. Et donc grâce à ces données cliniques et ces données biologiques qui sont disponibles aujourd'hui pour HeroCCR, on est capable, grâce aux différents projets de recherche générés, d'avoir une valorisation scientifique, puisqu'à l'heure actuelle, on est à plus de 170 publications scientifiques dans le cadre du réseau. Et ces publications sont largement diffusées, alors à la fois sur notre site public,
aux acteurs du réseau, mais également via des actions de communication, ce qui permet de mettre en lumière les porteurs de projets et surtout les résultats scientifiques obtenus pour les avancées dans la recherche. Donc EuroCCR, comme on vous le disait, c'est des projets ancillaires. Donc il peut y avoir des projets prospectifs et des projets rétrospectifs. Je m'explique. Les projets prospectifs, c'est comme Madame Jansou qui a vu le professeur Bernard. Et donc le professeur Bernard lui a proposé de participer à l'étude autonomie. Il y a une implication de la part du patient, puisque dans le cadre de cette étude-là, elle a dû remplir des questionnaires. Et donc bien souvent, c'est lors d'une consultation avec le praticien qu'on propose la recherche. Donc il y a bien souvent un attaché de recherche clinique comme moi qui accompagne le praticien pour l'aider. Et puis, donc, il y a un check des critères pour vérifier que le patient est bien éligible à la recherche et souvent la signature de consentement, comme dans le cas du EuroCCR. Et le fait de participer à ces projets prospectifs, ça va entraîner donc l'implication du patient qui va avoir différentes actions à mener dans le cadre de la recherche. Et ça va permettre également d'implémenter des données dans notre base de données EuroCCR. Donc on a les données qui sont intégrées dans le cadre du soin, c'est-à-dire au moment du diagnostic, toutes les données de diagnostic, de chirurgie, d'imagerie, voilà, tout ce qu'on peut avoir dans le cadre du dossier médical du patient. Mais en plus de ces données-là, on a les données qui sont propres aux projets prospectifs qui peuvent être intégrés. Et l'ensemble de ces données permet à nous, de notre côté, de créer des projets rétrospectifs, c'est-à-dire rétrospectivement par rapport à la prise en charge du patient, au vu des données disponibles, on peut se servir de ces données-là pour créer ces projets et avoir une valorisation au niveau des projets, grâce donc au moteur de requête, puisque le porteur de projet, qui peut provenir de différents centres, va se servir de ce moteur de requête pour cibler spécifiquement les patients d'intérêt pour son étude et du coup avoir à disposition les données disponibles. C'est le caractère vertueux du EuroCCR dont vous parliez tout à l'heure quand vous disiez que Joséphine vous avez dit que qu'avec vos données, en fait, on avait pu secondairement alimenter 6 projets de recherche. Et donc, effectivement, il y a le projet que vous avez vu, qui était le projet autonomie, plus l'inclusion dans le cadre du EuroCCR pour laquelle vous aviez signé le consentement spécifique. Mais derrière, en fait, votre investissement et les caractéristiques de votre maladie, les caractéristiques de la prise en charge qu'on vous a proposée, vivent à travers EuroCCR et sont réutilisées secondairement. Je me suis mieux rendu compte, en fait, quand elle me l'a dit, j'ai dit, mais comment ça, 6 projets? Je dis, mais 6 projets, mais je participe à quoi? J'ai dit, je suis au courant de rien. En fait, je ne savais pas. Donc, je ne savais pas que je participais à ces projets-là, quoi, en fait. Je ne savais pas. Voilà. Et effectivement, c'est super. Je suis super contente. C'est l'intérêt, effectivement, de la façon dont est construite EuroCCR, c'est-à-dire que on capture des données qui sont issues du soin et qui, là, de ce point de vue-là, n'entraînent aucune implication particulière du patient, mais parce qu'on sait que derrière, elles ont une valeur en termes de recherche, en termes d'évaluation, justement, des nouvelles techniques. On parlait dans les épisodes précédents des modalités diagnostiques avec, par exemple, les nouveaux sous-types histologiques qui apparaissent là tous les ans. Et bien, une capacité qu'on va avoir justement à évaluer le pronostic, par exemple, de ces nouveaux sous-types, c'est-à-dire ce que ça représente pour les patients. Et bien, grâce à EuroCCR, on sera en capacité rétrospectivement de le faire parce que dès le début, on a capturé l'apparition de ces nouveaux sous-types histologiques au fur et à mesure de la description par les anatomopathologistes. Et au fil du temps, on a suivi les patients qui, justement, étaient diagnostiqués avec ces nouvelles entités. Et donc, à un moment, on sera capable de dire, ben OK, on prend du recul. Maintenant, 5 ans plus tard, ces patients qui ont eu des nouvelles entités qui viennent tout juste d'être diagnostiquées, quelle a été leur évolution, finalement. Et donc, on aura cette capacité à analyser secondairement des données qui semblent insignifiantes parce que, en fait, elles ont juste trait à la prise en charge qui est proposée aux patients. Et ça, c'est couplé aussi avec des projets dans lesquels les patients sont acteurs de façon propre, et comme vous l'avez expliqué, par exemple, avec le projet autonomie.
Mais voilà. Et alors, il y a un point très important, vous disiez, donc je ne suis pas au courant, effectivement, que artificiellement, en fait, je participe à 6 projets. Et donc, c'est là tout l'intérêt du site internet dont a parlé Joséphine, donc euroccr.fr, parce que vous avez sur ce site-là tous les projets qui sont en cours. Alors bien sûr, vous n'êtes pas nommément marqué comme participant, parce que de toute façon, vous vous souvenez que toutes les données qui sont capturées sont anonymes. Donc on ne sait plus que la néphrectomie partielle robotique de telle date, on ne sait plus que c'est Madame Jansou. Mais néanmoins, vous avez sur le site donc référencé toutes les études qui sont en cours, prospectives comme rétrospectives. Et une fois qu'elles ont été valorisées, c'est-à-dire qu'on en a obtenu des résultats scientifiques, eh bien on publie aussi sur le site, en rapport avec l'étude, la publication scientifique et les résultats scientifiques qui sont issus de l'étude. Donc, je vous invite à aller regarder le site internet parce que comme ça, vous pourrez avoir une vision assez, je dirais, globale et précise aussi de ce qui se fait dans ce cadre-là. Je vous rends la parole, Joséphine, je vous ai coupé. Exactement. Donc, comme vous disiez, via le site internet, on peut voir l'ensemble des projets et surtout également revenir vers l'équipe pour savoir si on a envie en tant que patient, si on a été intégré dans tel ou tel projet. Donc, j'avais mis un petit exemple pour reprendre l'étude prospective autonomie, donc à laquelle vous avez participé, qui porte le numéro EuroCCR numéro 24. Et donc là, vous avez le titre complet. C'est une étude qui évalue l'impact de la situation socio-économique des patients atteints de cancer du rein sur la qualité de vie et leur place dans la prise en charge médicale. Donc là, vous avez le petit schéma d'étude où on retrouve les différents questionnaires. Donc le premier questionnaire qui vous a été donné directement après la consultation avec le professeur Bernard, une fois que vous aviez accepté le projet, que vous avez rempli tranquillement à la maison avant votre néphrectomie. Et puis un second questionnaire vous a été donné quelques jours après l'intervention. Et enfin, le dernier lot de questionnaires 3 mois après votre intervention pour avoir vraiment ce retour sur ce qu'a impacté la pathologie au niveau de votre vie et de vos comportements. Et alors, ce qui est intéressant, là, si on reste sur ce schéma-là, c'est, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'ambulatoire. Donc, effectivement, proposer une chirurgie ambulatoire pour de la néphrectomie partielle, c'est quelque chose qui est novateur. Et on a, nous, une évaluation qui est en fait une évaluation de soins sous le nom d'un projet qui s'appelle Amburin. Et donc, la façon dont se sont passées les choses pour vous, de votre épisode de soins ambulatoire, ont aussi été analysés dans le cadre du EuroCCR sous l'étiquette du projet Amburin. Et donc, sur ce schéma-là, ce chronogramme où on voit apparaître votre néphrectomie et la sortie d'hospitalisation, et bien sur ce temps-là, on pourrait rajouter le projet Amburin dans lequel on a analysé comment se sont passées les choses pour vous. Et de la même façon, d'ailleurs, vous aviez dû remplir un questionnaire de satisfaction. Oui. Voilà. Oui. Et donc, ce questionnaire de satisfaction où on vous demandait comment vous aviez vécu les choses, etc., a fait l'objet aussi d'une analyse. Et on vient de... on a publié il y a de cela, je ne sais plus, 8 ou 9 mois, justement, les résultats d'analyse du projet Amburin sur les 82 premiers patients qui ont été opérés en ambulatoire. Et donc, c'est vraiment là l'exemple même de comment on arrive à intriquer la prise en charge clinique avec la production de recherche, la production scientifique, mais aussi être en capacité d'avoir un retour sur ce que l'on fait, nous, en tant que praticiens, et de faire donc de l'évaluation des soins, de l'évaluation des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, au fur et à mesure, pour s'assurer aussi qu'on est vraiment sur le bon chemin quand on propose des prises en charge, je dirais, innovantes. Voilà, donc pour revenir au projet autonomie, vous aviez donc les questionnaires à compléter et également on a collecté les données donc associées à votre dossier médical pour implémenter tout ça dans notre base de données et pouvoir ensuite générer les différents projets de recherche rétrospectifs dans lesquels vous avez été intégrés.
Donc il y en a 5 à l'heure actuelle, divers et variés, que vous pouvez retrouver donc sur le site internet. Donc on va faire un petit point juste rapide pour terminer sur les projets ancillaires. Donc à l'heure actuelle, dans EuroCCR, on est à 116 projets ancillaires qui sont, alors soit il y en a pour la plupart qui sont terminés, mais on en a une trentaine en cours. Et parmi eux, on a 23% de ces projets qui sont prospectifs et 77% qui sont rétrospectifs. Globalement, on propose à tous les patients qui sont suivis dans notre service au CHU de Bordeaux pour tumeurs de rein d'adhérer à la base de données EuroCCR, ce qu'ils font tous. Et ainsi, grâce à leur confiance, ça nous permet donc d'améliorer nos connaissances dans le domaine et donc de progresser de jour en jour via les projets. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut avoir votre retour là-dessus? Globalement, moi, je n'ai pas souvenance d'un patient à qui on aurait proposé d'intégrer EuroCCR qui refusait. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, parce que bon, quand vous sortez du bureau, vous êtes forcément focalisé par l'annonce du diagnostic, par la suite de la prise en charge, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, il vous est passé par la tête de penser que ça allait vous gêner ou de pouvoir être intégré à un projet de recherche, à une initiative de recherche? Non, absolument pas. Je ne me suis pas du tout posé la question. Non, ça ne me gênait absolument pas. Au contraire, c'est pour la recherche. Non, je n'ai pas... Et Joséphine, quand vous revoyez les patients derrière, bon, parce que on pourrait se dire, ben, ils sont face au chirurgien qui va les opérer, on leur propose d'intégrer un projet de recherche, ils ne vont pas dire non. Mais il y a bien souvent un temps de réflexion, surtout pour les projets prospectifs et notamment en fonction de l'implication que ça demande pour le patient. Mais donc vous les revoyez derrière. Comment se passe l'échange avec les patients? Quel retour vous en avez? Est-ce qu'il y en a qui se posent plus de questions que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont méfiants ou sur le reculoir? Alors non, d'une façon générale, très peu sont méfiants. Ils ont d'abord très bien compris vos explications. Ils ont plus la notion d'utilisation des données biologiques, avec ce qu'on leur expliquait par rapport à la chirurgie et le morceau qu'on allait leur enlever, qui pouvait servir ultérieurement pour la recherche. Mais nous, on revoit bien l'intérêt des données cliniques également dans le dossier médical. Il y en a très peu qui émettent, non, il n'y en a aucun qui émet vraiment de réserve. S'il y a besoin, on relit vraiment toute la note d'information, le consentement, pour être sûr que le patient comprenne bien ce pourquoi il signe et dans quoi il s'engage. Mais étant donné qu'il n'y a aucune implication directe du patient dans le cadre du EuroCCR, hormis les projets prospectifs, ils sont tous d'accord pour signer et très contents d'adhérer à la recherche pour justement faire avancer un petit peu les choses et qu'on puisse expliquer à d'autres patients un peu mieux pourquoi ça leur arrive. Oui, moi, c'est l'impression que j'en garde, finalement, celui de se dire, ben, OK, on a une maladie, on est embêté, mais potentiellement, en fait, on va participer à un effort collectif aussi et essayer d'améliorer les choses, bon, d'une part pour soi-même, mais la connaissance aussi que peuvent avoir les praticiens et la communauté uro-oncologique sur la maladie. Et du coup, on a l'impression que ça apporte une plus-value pour certains patients, cette implication dans la recherche. Oui, tout à fait. Et donc, en termes de chiffres, sur le réseau EuroCCR, donc national, tous centres confondus, donc, parmi ces 11 700 patients, il y a au moins 8 patients sur 10 qui sont inclus, donc qui ont signé un consentement pour EuroCCR, qui participent à au moins un projet de recherche ancillaire. Que ce soit prospectif ou rétrospectif, toutes les données que nous avons dans notre base de données nous permettent donc de générer ces projets ancillaires. Donc voilà, on tenait vraiment à remercier tous ces patients qui signent et qui disent oui en nous accordant leur confiance pour EuroCCR, et également les intervenants sur site qui nous aident à mener à bien le projet. Voilà. Merci, Joséphine. Donc, effectivement, EuroCCR, c'est un projet qui est un peu particulier parce que il est intégré véritablement au cœur du soin et
il permet de façon prospective au fil de l'eau de capter finalement ce qui représente nos pratiques et de les voir évoluer avec le temps. Et il y a aussi une volonté dans ce sens d'efficience parce que en fait, en tant que chirurgien, en tant qu'oncologue, en tant que clinicien, ne serait-ce que par les prises en charge qu'on propose aux patients et par notre activité quotidienne, ce qui est notre cœur de métier, on produit en continu, tout au fil du temps, là, on produit de la donnée, on produit de la connaissance, et en fait, ça serait dommage de la laisser s'échapper, et donc c'est véritablement un des points fondateurs du RO-CCR. C'est quand même une base assez unique parce qu'effectivement, quand on regarde les autres pathologies aujourd'hui, on n'a pas de réseau comme ça aussi bien organisé. Voilà, parce que ce qui est important aussi quand on collecte de la donnée, donc effectivement, le fait de mettre beaucoup de données ensemble, ça va donner de la valeur ajoutée à ces données. On va pouvoir du coup faire des études qui vont être plus intéressantes, faire des statistiques, pouvoir rechercher des choses qui sont beaucoup plus pertinentes que si on regarde sur 3 patients, chacun dans son centre. Donc il y a eu déjà cet effort de mise en commun. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi aujourd'hui l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que plusieurs centres soient capables en fait, de mettre ces données en commun, parce qu'il ne suffit pas de les collecter, après il faut pouvoir les mettre en commun. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les bases, hein, parce qu'après, en fait, il faut que tout le monde puisse parler le même langage, s'échanger les données. Donc ça, c'est possible avec EuroCCR. Et il y a aussi un point dans l'évolution de la base, c'est qu'au départ, ça a été mis en place par les urologues. Et finalement, aujourd'hui, il commence à y avoir des oncologues également qui participent au remplissage de la base, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des données de suivi à long terme sur les parcours des patients. Donc, bon, effectivement, il y a des patients après qui vont récidiver ou rechuter. Et ça permet aussi de collecter des données sur des maladies plus avancées. Donc, d'avoir également un suivi sur le long terme. Donc, ça, c'est aussi très important. Je donne l'exemple, par exemple, au sein du CIRIC. Aujourd'hui, via EuroCCR, donc on a plusieurs études qu'on met en place. On en a notamment une, je ne sais pas si tu veux nous commenter un peu, où l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des marqueurs qui nous permettraient de dire pourquoi un patient va rechuter après son cancer du rein ou qu'est-ce qui fait qu'il va évoluer avec un bon pronostic. Donc ça, on ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de rechute, en fait, à part l'analyse anatomopathologique dont nous a parlé Mocrane. On sait que pour certains sous-types, on a des probabilités d'évolution qui sont différentes, mais on n'a pas de marqueur en fait, d'évolution. Donc là, c'est un projet qu'on mène avec une équipe de l'INSERM de Bordeaux, qui ont une technologie qui nous permet d'aller regarder en fait, les protéines qui sont présentes au sein d'une tumeur et même au sein, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Mocrane nous a montré qu'il y a des zones en fait au niveau de l'analyse anatomopathologique. On peut même aller regarder les protéines qui sont présentes au sein de chacune de ces zones et voir si on arrive à trouver en fait des marqueurs qui différencient ces patients qui vont rechuter précocement et ceux qui vont évoluer positivement. Donc ça, effectivement, on s'est appuyé sur EuroCCR. Donc déjà, le fait qu'il y ait beaucoup de données collectées et puis que la collection soit propre, ça nous permet de faire des profils de patients qui sont, on va dire, bien caractérisés à la fois dans les deux groupes, parce que après, quand on veut faire de la statistique dessus, effectivement, il faut qu'on choisisse des populations de patients qui aient des caractéristiques très précises, parce que sinon on ne pourra pas... Voilà, donc ça nous a permis de le faire. Et puis le fait qu'on ait l'ensemble des données aussi, ça va nous permettre de faire une analyse qu'on appelle de corrélation entre les données biologiques et les données cliniques des patients qui va être de qualité. Donc ça, c'est aussi très important et ce n'est pas le cas forcément de tous les services, je pense. Et oui, et ça met aussi très bien en exergue ce qu'on disait, la capacité en fait à avoir le suivi dans le temps des patients. Parce que là, on voit bien l'étude dont tu parles. Nécessairement, puisqu'on veut évaluer du pronostic, eh bien, il faut qu'on ait du recul. Et donc, c'est toute la difficulté quand on lance des projets comme ça. C'est-à-dire que là, on a plus de 10 ans maintenant de recul sur EuroCCR. Et donc, c'est maintenant qu'on en voit les fruits. Mais il faut s'imaginer qu'au début, ce qui apparaît aujourd'hui être une évidence ne l'était pas du tout pour tout le monde. Et d'arriver à
à lancer un projet où on vous dit ok, il faut que tous les jours, en fait, on s'applique une discipline pour capter ce qui se passe, collecter la donnée, la structurer, l'organiser, la conserver et la faire vivre dans le temps, parce qu'on va aussi avoir besoin, pour un même patient, d'avoir les données au moment de sa prise en charge initiale, mais de façon régulière à chaque fois qu'on le revoit en consultation et d'être en capacité de les renseigner dans la base de données. C'est ça qui apporte la richesse 10 ans après, parce que là, effectivement, quand on veut faire un projet où on évalue, on va rechercher des biomarqueurs pour évaluer quels sont les patients qui sont à risque de récidiver de leur maladie, et au contraire, ceux qui potentiellement pourraient avoir un allègement de la surveillance parce qu'ils ne vont pas présenter de facteurs biologiques de risque de récidive de la maladie, eh bien, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des données avec 5, 6, 7 ans de recul pour pouvoir regarder et pouvoir mener ce type de projet-là. Et donc, c'était toute la gageure du ROCCR d'arriver d'une part à inclure les patients au fil de l'eau au quotidien, et d'autre part d'arriver aussi à collecter les échantillons biologiques. Et ensuite, arriver aussi à faire en sorte que l'ensemble des spécialités impliquées dans la pathologie puissent s'accaparer l'outil. Et donc, on avait Eva tout à l'heure avec nous donc pour le côté radiologique. EuroCCR est aussi construit de façon à pouvoir capturer les traitements, la façon dont se déroulent les traitements ablatifs par voie de radiologie interventionnelle. Et donc, un patient qui est traité par radiofréquence, de la même façon, il est inclus dans l'EuroCCR. On est en capacité de décrire comment se passe son traitement, et on est en capacité de décrire ce que va être son suivi et son évolution. Et c'est comme ça qu'on est aussi en capacité d'évaluer les stratégies thérapeutiques. Et donc là, à l'heure actuelle, par exemple, il y a un interne de radiologie du service d'EVA qui est en train de faire sa thèse sur la comparaison des résultats pour prendre en charge des tumeurs de plus de 4 cm, qui sont des tumeurs déjà de taille un peu importante, entre 4 et 7 cm. On est en capacité de comparer deux cohortes, c'est-à-dire deux groupes de patients qui ont été inclus dans l'EuroCCR, certains qui ont été traités par radiologie interventionnelle et d'autres qui ont été traités par chirurgie mini-invasive, par néphrectomie partielle robotique. Et donc on va être en capacité comme ça de comparer deux stratégies de traitement différentes qui sont réalisées par des spécialités différentes de façon conjointe et structurée, mais réalisées par des spécialités différentes. Et donc c'est aussi l'intérêt du caractère pluridisciplinaire du ROCCR. Il y a un trait aussi là que je vois qui est très intéressant, c'est une base dynamique qui peut évoluer, puisqu'on voit qu'effectivement, donc aujourd'hui, quand on parlait de données cliniques, j'imagine que c'est les données cliniques que vous prenez sur tous les patients qui passent par le service, mais il y a possibilité, donc du coup, d'enrichir la base peut-être avec des nouvelles données, donc de qualité de vie. Donc on parlait des données d'imagerie. Voilà, il y a une possibilité, justement parce qu'aujourd'hui elle est bien construite, de pouvoir faire évoluer encore en ajoutant de nouveaux critères. Alors oui, ça c'est un point aussi très intéressant, parce que une des particularités du ROCCR, c'est aussi d'être vertueuse économiquement, parce que on pourrait très bien mener tout un tas d'études prospectives en dehors du ROCCR. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à chaque fois, il faudrait qu'on recrée de zéro une interface informatique avec, admettons, pour l'étude autonomie, il y a tous les questionnaires que vous a présentés Joséphine. Donc ça, c'est un lot de variables qui ne sont intéressants que dans le cadre de l'étude autonomie. Mais ce lot de variables-là spécifiques, donc ces questions auxquelles Mme Jansou a répondu, elles vont être croisées avec les variables cliniques standard, donc de comment s'est passé le diagnostic de la maladie, à quoi correspondait la maladie, quelle était la taille de la tumeur, quelles étaient ses caractéristiques radiologiques, quelle a été la prise en charge, donc quel type de chirurgie on a fait, etc. Et donc, les variables spécifiques à autonomie vont être croisées avec les variables traditionnelles que l'on recueille pour tous les patients. Et si on avait voulu créer l'étude autonomie en dehors du ROCCR,
il aurait fallu reconstruire une base de données qui contienne les variables spécifiques, c'est-à-dire les questionnaires, mais qui contiennent aussi de nouveau toutes les variables qui sont déjà capturées en temps normal par EuroCCR. Et donc, au lieu de construire un outil informatique qui va représenter 1000 variables, eh bien, pour générer le projet autonomie, on a en fait rajouté uniquement 45 ou 50 variables aux 1000 qui sont déjà existantes dans la base de données. Et donc, c'est aussi un gain de temps et une efficience économique dans la genèse de nouveaux projets ancillaires, de nouveaux projets prospectifs. Voilà, et c'est aussi un gain de temps et un gain d'efficience dans le lancement de projets prospectifs, parce que quand on est organisé en réseau, comme c'est le cas aujourd'hui, donc 37 centres qui partagent le même outil informatique, qui l'utilisent au quotidien, qui au quotidien incluent des patients, qui ont le même formulaire de consentement, qui travaillent donc avec des attachés de recherche clinique qui sont habitués à collaborer entre eux, à échanger, à s'appeler quand il y a des problèmes, etc. Et ben, c'est aussi une façon d'être en capacité de lancer des projets à l'échelon national, des projets multicentriques, de façon plus coordonnée, plus rapide, et avec une efficience en termes d'inclusion de patients, parce que, on en parlait tout à l'heure avec Mme Jansou, elle était incluse dans EuroCCR, dans le même temps, elle était incluse dans Autonomie. Et donc, à partir du moment où vous incluez un patient dans EuroCCR, ben vous savez aussi que vous pouvez l'inclure dans une étude ancillaire, une étude prospective. Avec aussi, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais toute la complexité de la réglementation aujourd'hui en termes de collecte des données. Donc il y a un gros travail aussi de fait au niveau de l'équipe du professeur Bernard, justement pour pallier et pour être en alignement avec ses obligations légales aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est très très important. C'est aussi un critère de qualité pour Voilà, nos fait, patients, ouais, oui. et je dirais quelque part une marque de respect aussi pour nos patients, parce que on a tous eu fait antérieurement des études, notamment d'analyse rétrospective, où finalement vous avez un fichier Excel sur un ordinateur qui est déclaré à personne, qui est absolument pas anonymisé. Bon, et ben là, EuroCCR, c'est aussi la capacité justement d'être en adéquation avec la réglementation, d'être respectueux par rapport à nos patients qui participent à nos côtés à cet effort d'amélioration des connaissances, de leur apporter la garantie que ce qui est rentré dans la base, d'une part, c'est anonyme, d'autre part, c'est déclaré, c'est connu de la CNIL, et que les données ne sont pas stockées sur l'ordinateur du professeur Bernard. Elles sont stockées sur des serveurs qui sont sécurisés, avec aussi des sauvegardes régulières et selon des process de qualité qui sont validés non pas juste par le fichier Excel du professeur Bernard. Voilà. Et ça, c'est quand même aussi un point important à souligner. Alors bien sûr, c'est des entraves, bien sûr, c'est des contraintes, bien sûr, c'est du travail, bien sûr, ça implique aussi que tous les patients signent un consentement, qu'on soit capable de tracer cet accord de consentement. Ça implique qu'il y ait du personnel spécialisé comme Joséphine pour justement accompagner les patients dans leur parcours de recherche et garantir la qualité de ce parcours de recherche. Mais je crois qu'au final, c'est quand même aussi ce qui permet derrière d'avoir une rentabilité scientifique de qualité. Et c'est finalement une plus-value au-delà de l'aspect de la contrainte initiale qui est quand même, il faut le reconnaître parce qu'on est dans un système C'est pas léger. qui est quand même effectivement assez compliqué. Ouais. Voilà, merci beaucoup. J'ai une petite question quand même. Est-ce que vous aviez conscience du coup de tout ce qui pouvait être fait à partir de ça et que finalement vous étiez une parmi d'autres et participer du coup à cette aventure du EuroCCR? Alors, pas du tout consciente de tout ça. C'est vrai que on en parle. Donc aujourd'hui, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, et je suis très contente d'avoir participé à ça et de continuer d'ailleurs à participer. Là,
je peux dire qu'au départ, c'est moi qui j'étais trop focalisée en fait sur mon intervention et je me suis pas vraiment penchée sur tout le reste derrière, quoi, en fait. Mais franchement, je suis très contente aujourd'hui. C'était une belle interview et j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Petit mot de la fin pour. On va clôturer voilà. ce 3e épisode. On espère que au fil des 3 émissions, vous aurez appris plein de choses sur le cancer du rein et sur certaines initiatives qui sont menées dans ce cadre-là. Donc merci à Joséphine, merci Madame Jansou et merci Christelle. Et puis on rend l'antenne, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit. Exactement. Voilà, on rend l'antenne alors.